Si vous avez des questions pendant la présentation, vous les posez dans le chat et Gwendoline et moi, donc on est les modératrices, on va les synthétiser et les poser à la fin de la présentation. Donc il y aura environ 45 minutes de présentation de conférence et ensuite on pourra faire un échange avec l'intervenant pour poser les questions. Donc je laisse la parole à Ludovic Tancrel pour la conférence vétérinaire équin. Merci beaucoup. Alors merci, donc si je me mets en plein écran, est-ce que vous voyez bien les diapos qui défilent? Oui, c'est bon, on les voit bien. Je pense que c'est bon. Et après, il y avait l'enregistrement annoncé. Si je ne m'abuse. Ça, je te laisse faire. Donc, bienvenue à tous. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui du métier de vétérinaire équin, des métiers de vétérinaire équin plutôt, parce qu'il y a plusieurs facettes à ce métier, qui est voilà, quasiment le métier historique de vétérinaire à la base, et voilà, qui a perdu en vitesse au début du siècle, et puis qui voilà, revient en force depuis que le cheval est devenu un animal de compagnie également, donc la qualité des soins a augmenté, s'est améliorée, ça devient vraiment un métier à la pointe, un milieu vétérinaire. Donc en quelques mots, moi, qui je suis, donc je travaille à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort depuis 3 ans. Et je suis diplômé donc, de l'école vétérinaire de Nantes, qui est une des 4 écoles nationales vétérinaires françaises, avec Toulouse et Lyon. J'ai pas fait d'internat d'ailleurs, c'est une erreur, c'est ma collègue. Et puis j'ai travaillé dans plusieurs années dans les pratiques privées, donc je pourrais vous en parler après, puisque j'ai un petit peu cette double casquette, de clinique privée et d'école, de milieu universitaire, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et donc j'ai toujours fait des chevaux, et dans cette pratique équine, je me suis après spécialisé, puisqu'on peut toujours aller plus loin et se spécialiser dans des domaines un petit peu plus pointus, si ça vous intéresse. Donc moi, j'ai choisi la médecine interne des équités. Donc la médecine interne, ça concerne en gros tous les organes internes, donc tout ce qui est cardio, respi, digestif, neurologie, etc. Dans des centres spécialisés. Donc c'est vraiment des cas un petit peu réfractaires au traitement de première ligne qui sont référés chez des spécialistes, donc soit dans des centres hospitaliers vétérinaires privés ou dans les écoles vétérinaires. Et puis après, donc j'ai jonglé entre les deux, puis je suis arrivé à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort en 2019. Donc la population des vétérinaires équins, nous en fait on est une minorité dans le paysage vétérinaire français. On est une petite goutte d'eau. Donc si on parle des vétérinaires équins purs, donc ça veut dire des gens qui vont faire des chevaux du matin au soir et que ça. Donc comme moi par exemple, on représente entre 3 et 4% des vétérinaires de France. C'est à peu près 600. Donc c'est petit, on n'est pas beaucoup. Et on a quand même tout le territoire français à couvrir. Donc là, sur l'image, en fait, on voit tout ce qui est en rouge, c'est la concentration et le nombre de vétérinaires qui font de l'équine. Donc c'est assez logique que ça se calme en fait sur les endroits où il y a beaucoup de chevaux en France. Donc on va aller surtout sur toute la région parisienne et le Grand Ouest, qui sont soit des régions où il y a beaucoup de cavaliers ou de chevaux de loisirs, ou beaucoup d'élevage, en Normandie par exemple. Associé à ça, donc vous avez aussi des gens qui font un peu de tout. Donc il y a de plus en plus de gens qui font ce qu'on appelle de la mixte, donc qui vont faire un peu de chevaux, un peu d'autres choses. Donc ça peut être des bovins, ça peut être des chiens-chats, etc. Et ça permet d'avoir un maillage du territoire avec des gens qui sont capables de réaliser les premiers soins et de prendre en charge les urgences et de faire un peu un tri avant d'envoyer dans des structures autres si ça le nécessite. Donc ça, c'est un autre 12-13% de vétérinaires qui sont installés en France, qui ont une partie équine dans leur activité. Donc après, je ne vous détaillerai pas tous les statuts possibles, mais on peut être donc soit propriétaire de sa clinique, soit salarié d'une clinique ou fonctionnaire. Donc comme moi par exemple qui travaille dans une école vétérinaire, on a un statut de fonctionnaire. Donc pour les vétérinaires qui sont sur le terrain, ça implique en fait une grosse composante de voiture et de transport. Donc en première intention, en fait, ça va être le vétérinaire équin qui va se déplacer et qui va aller voir le patient sur place. Donc on aime bien avoir une clientèle assez rapprochée pour ne pas perdre trop de temps en voiture, parce que sinon on se rend compte, on est rendu à la fin de la journée avoir fait 3-4 heures de voiture et c'est pas forcément des heures très enrichissantes, donc il vaut mieux limiter le temps de transport. Et donc le vétérinaire va être amené à aller voir l'animal sur place directement.
Associé à ça, donc sur les petites cliniques, entre guillemets, vous avez souvent donc un petit cabinet avec quelques box, par exemple, pour hospitaliser les chevaux. Donc, des fois, ça peut être plus simple que le cheval vienne à la clinique et soit hospitalisé quelques jours, le temps qu'on ait les résultats d'examen et qu'il soit sous surveillance. Et si jamais le cas devient un peu plus compliqué, on va monter un petit peu d'écran et le cheval peut être hospitalisé dans soit des grandes cliniques ou ce qu'on appelle maintenant des centres hospitaliers vétérinaires. Donc, ils doivent répondre à des critères bien précis en termes de nombre de vétérinaires présents, de compétences et d'équipements. Donc, en fait, en France, il y a de mémoire 3 centres hospitaliers vétérinaires pour chevaux. Il y en a beaucoup plus pour les petits animaux. Et vous avez aussi les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, donc c'est-à-dire les écoles vétérinaires, qui sont aussi bien répartis, puisqu'il y a Nantes, Paris, Toulouse et Lyon qui peuvent également accueillir des chevaux en soins intensifs. Donc, un petit rappel en fait sur le principe de maillage et de réseau en fait de distribution sur le territoire. Donc, si on part vraiment d'un cheval qui va être consulté par un vétérinaire pour une plaie, par exemple, la première chose que les gens vont faire, c'est appeler leur vétérinaire traitant. Donc, il va venir voir le cheval et puis évaluer le cheval. Donc, selon la gravité et la sévérité de la plaie. Donc, on en reparlera un petit peu après. Est-ce que les chevaux se font beaucoup de plaies, malheureusement? Le cheval va pouvoir être référé dans une structure un peu plus spécialisée pour évaluer le cheval et traiter le cheval, c'est-à-dire, comme on voit sur la photo en bas à droite, opérer le cheval pour nettoyer la plaie et évaluer toutes les articulations. Il faut savoir que quand même les chevaux sont quand même des animaux, même si pour les animaux de compagnie, sont destinés la plupart du temps à avoir une activité sportive montée. Donc toutes les séquelles de plaies, par exemple, peuvent laisser comme séquelles des boiteries qui vont interférer avec l'activité physique du cheval. Et donc ça peut être gênant pour les propriétaires. Donc il faut essayer d'intervenir assez rapidement pour que les séquelles soient les plus petites possibles. Voilà, donc tout ça, ça induit un temps de transport entre là où le cheval s'est blessé et la clinique qui va prendre en charge l'animal, par exemple. Et puis, si l'animal peut être traité sur place, ce qui est possible aussi si la plaie n'est pas très grave, et ben, le vétérinaire sur place va gérer le cas du début à la fin en y allant plusieurs fois par semaine pour réaliser des bandages, des soins de plaie jusqu'à ce que la cicatrisation soit complète. Donc, en théorie, on a quand même une offre, un service de soins en fait à offrir. Donc, on doit assurer que les urgences de tous les chevaux en fait qui sont répartis sur le territoire. Donc, c'est très important qu'il y ait un maillage des vétérinaires sur le territoire français pour qu'ils soient tous pris en charge pour les urgences vitales. Donc, un autre aspect autre que les urgences, c'est tout ce qui est suivi sanitaire. Ça fait quelques années que c'est mis en place depuis 2019. Donc, ça consiste à faire en fait une visite d'élevage, une visite sanitaire une fois par an, où on fait un peu un tour, un état des lieux de la structure. Donc, il y a beaucoup de structures professionnelles. Donc, ça concerne vraiment les structures qui ont plusieurs chevaux. Ce n'est pas juste le cheval au milieu du champ. Donc, les centres équestres, les centres d'élevage, les écuries d'entraînement, etc. Et donc, on s'assure qu'on fait un état des lieux de la structure. Et ça permet en fait ensuite de faire plus ou moins de la télémédecine ou de donner des consignes médicales aux propriétaires quand il y a des premiers signes de maladie pour un peu gérer à distance sans forcément tout de suite intervenir. Donc, si jamais il y a une petite blessure, un cheval qui va avoir un petit peu de jetage au niveau de la taille, au niveau un peu de fièvre, etc. On va pouvoir gérer un petit peu les premiers jours sans y aller. Et puis après, on va pouvoir, si jamais ça ne rentre pas dans l'ordre, il va falloir aller voir directement le cheval. Ça permet un petit peu de déléguer une partie de la gestion initiale de la bobologie, on va dire, par les professionnels du cheval. Il y a aussi une grosse partie pour les vétérinaires itinérants de prévention, qui explique en fait que la durée de vie des chevaux a augmenté depuis de nombreuses années. Donc les chevaux dépassent souvent les 25 ans très régulièrement. On a des chevaux qui dépassent les 30 ans. Je pense que le plus vieux cheval qu'on a vu, il devait avoir 38 ans l'année dernière. Il se portait pas si mal que ça. Mais tout ça, ça se fait pas tout seul. Donc, il y a beaucoup de prévention qui doit se faire en amont pour avoir une qualité de vie acceptable jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire d'abord la vaccination. Donc, la vaccination, c'est surtout, d'une part, pour tout ce qui est maladie contagieuse.
Donc, chez le cheval, il n'y en a pas beaucoup, mais on a la grippe et la rhinopneumonie qui sont très contagieuses et qui peuvent avoir un impact sur tout ce qui est compétition sportive, puisqu'il y a dans la vie du cheval, il y a beaucoup de moments où on a des chevaux qui se réunissent, qui viennent de centres différents, de cliniques, enfin de centres équestres ou de centres d'entraînement différents. Donc, si on a un malade, tout le monde va être malade par la suite. Donc, pour tout ce qui est concours et courses, les vaccins sont obligatoires, surtout pour la grippe et la rhino aussi pour certaines disciplines. Et on a également la vaccination contre le tétanos, qui est pour le coup le vaccin qui est efficace à 100% et une maladie qui est mortelle à 100%. Donc, il faut vraiment s'assurer que tous les chevaux soient vaccinés contre le tétanos, puisque ils sont très très sensibles à ça. Donc, ça vient en fait d'une plaie. Hein. Donc, souvent, le cheval va sur une plaie dehors au frais, infectée avec de la terre et faire du tétanos. Donc, ça, on s'assure vraiment que tous les chevaux soient bien vaccinés. Les traitements antiparasitaires, effectivement aussi, on a beaucoup maintenant de résistance aux antiparasitaires parce que ça a été mal utilisé. Donc, le vétérinaire aussi est au premier plan pour savoir quel cheval il va falloir traiter pour limiter l'utilisation et puis vérifier quel cheval va être parasité en faisant des analyses sur les quotas. On a également tout ce qui est dentisterie. Donc, vous vous rappelez peut-être pas, mais que les chevaux ont des dents qui poussent toute la vie, un peu comme les lapins. Sauf que ça s'use mal. Hein, en fait, les chevaux mangent du foin et des granulés dans le mode de vie comment dire, moderne versus manger de l'herbe dans la vie sauvage. Et donc tout ça, ça induit en fait une usure anormale des dents et des pointes en fait qui vont apparaître au niveau de la joue et des langues. Et ça va en fait faire des petites plaies et ils vont moins bien manger, ils vont maigrir un petit peu. Donc ça nécessite de faire un examen buccal tous les ans et d'aller limer toute cette petite dent. Et ils peuvent aussi faire des vraies maladies comme nous, donc des caries, des fractures de dents, etc. Donc ça fait partie du suivi de bien-être du cheval. Le fait aussi de voir les chevaux régulièrement, ça permet de jeter un œil sur les conditions de détention, puisqu'on est aussi, pour dire, des sentinelles pour le bien-être des animaux et on peut être amené à dénoncer certaines personnes si jamais on se rend compte que les conditions de vie ne sont pas du tout acceptables par rapport au bien-être du cheval. Et puis on a donc tout ce qui est, on va dire, réglementation. Voilà, on ne s'en parlerait pas trop, mais il y a effectivement donc, tout ce qui est certains vaccins sont réglementaires et tout ce qui est, on va dire, transport des chevaux à l'international. On va être sollicité également pour faire des visites de bonne santé, des prises de sang, etc. Dans ce cadre-là. Autre chose que le vétérinaire équin fait de manière routinière, comme je vous l'ai dit, le cheval est un animal de sport qui est utilisé pour ses capacités sportives. Donc la boiterie, c'est un des motifs de consultation les plus importants. Qu'on voit quasi quotidiennement. Donc, ça ne veut pas forcément dire des gros chauds, des fractures, etc., mais des petites tendinites, des entorses, de l'arthrose, etc. Donc, ça nécessite quand même beaucoup de temps de travail, puisque l'animal ne va pas vous dire où il a mal. Donc, déjà, on sait assez rapidement de quel membre il boite, mais ensuite, on a quand même beaucoup d'imagerie, d'échographie, radiographie, à minima, pour savoir d'où vient le problème et quel est le traitement à mettre en place. On a également des consultations de médecine régulièrement. Donc, les motifs principaux de consultation, c'est des problèmes à la fois de tout. Souvent, il y a des problèmes respiratoires puisque les animaux vivent en box avec souvent pas mal de poussière avec le foin, la paille, etc. Donc, ça peut induire des problèmes allergiques à terme. Et sinon, le premier motif, c'est les coliques. Alors, les coliques, ça doit être l'image qui est au milieu à droite. Donc, les coliques, c'est des douleurs abdominales, donc des douleurs du ventre. Qui sont très très fréquentes chez le cheval, donc qui sont certainement liées aussi à leur mode de vie assez sédentaire par rapport au mode de vie sauvage initial. Donc le fait de ne pas trop bouger, de manger des aliments secs, ça induit pas mal de changements au niveau digestif et les coliques sont assez fréquentes. Donc le vétérinaire, pareil, on a le même maillage que pour la plaie qu'on a vu tout à l'heure, mais pour les coliques où le vétérinaire praticien sur le terrain va aller voir le cheval et puis évaluer est-ce qu'il doit être hospitalisé pour un suivi plus précis ou est-ce qu'il doit être carrément opéré, ce qui est possible aussi en urgence. Voilà, donc on peut être aussi amené à voir des chevaux pour un avis chirurgical, donc ça peut être par exemple de l'arthrose par exemple, des masses, il y a beaucoup aussi de tumeurs cutanées chez le cheval, donc ça peut être vu en première intention sur place.
Et également donc, tout ce qui est suivi de la reproduction. Je pense que j'en reparlerai un petit peu après. Voilà, donc les chevaux ne naissent pas tout seuls, donc il y a des éleveurs professionnels qui font naître des animaux, mais de tout ce qui est suivi de reproduction est fait par un vétérinaire. Donc ça consiste à la fois à voir quand les juments sont prêtes à être saillies et puis à récolter la semence des étalons, etc. Donc voilà, c'est un travail à part entière et il y a des vétérinaires qui ne font que ça. Voilà, à savoir aussi que, vous voyez sur la photo en haut, cheval, ça veut tout et rien dire. Vous pouvez avoir donc, soit des chevaux de course, donc il y a les trotteurs et les pur-sang en France, qui représentent à peu près 10% des chevaux de la population française. En France, il y a environ 1 million d'équidés, tout confondu. Et au sein des chevaux, bah, vous avez soit des chevaux de professionnels, des cavaliers de CSO, dressage complet. Vous avez aussi les centres équestres, qui sont des professionnels, mais on va dire que ce n'est pas le même niveau d'activité. Et sinon, la majorité, sinon, des chevaux, c'est des amateurs. Voilà, donc du cheval de compagnie qui peut être monté également, mais des gens qui ont un ou deux chevaux pour leur plaisir. Voilà, donc sinon, bah, la prise en charge des urgences, c'est une grosse composante. Comme on voit en bas à droite, les plaies sont très fréquentes, parce que le cheval, en fait, c'est une proie qui va fuir dès qu'il y a quelque chose qui lui fait peur. Bah, il peut se blesser dans son environnement de domestication, dans tout ce qui va être poteau, de paddock, des portes dans le box, etc. Ce sont tout ce qui est objet fixe. Ils peuvent se blesser assez facilement. Et donc là, par exemple, la plaie qu'on voit en bas à droite, c'est une plaie impressionnante et qui est probablement pas grave parce que c'est assez haut. Donc il y a beaucoup en fait de muscles, de peau pour cicatriser et ça, c'est pas trop inquiétant. Ce qui est très embêtant, c'est tout ce qui est plaie en bas, donc en bas du genou, en bas des jarrets, puisque là, littéralement, on n'a que la peau sur les os. Hein, c'est une structure très fine. Du coup, ça cicatrise moins bien et c'est là que ça va laisser. On peut avoir des séquelles plus importantes puisqu'on a des structures beaucoup plus importantes pour la locomotion. On a des tendons, des ligaments, des articulations, des veines, des artères. Voilà. Donc plus c'est haut, moins c'est inquiétant, même si ça peut être assez impressionnant, effectivement. Alors la connaissance du milieu, c'est un autre point à aborder puisque c'est un milieu un peu spécial ou un peu fermé, on va dire, pour les néophytes. Donc il ne faut pas se dire que je ne suis pas, c'est pas parce qu'on n'est pas un expert en cheval que c'est une porte qui est forcément fermée, hein, ça s'apprend. Et on peut être vétérinaire équin sans être cavalier ou être jockey. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Mais de toute façon, la connaissance du milieu, elle va venir avec bah, la collaboration avec les professionnels, de toute façon. Mais ça vient avec le temps. Il ne faut pas se dire, je connais pas trop. Je connais pas trop le milieu, c'est pas pour moi. Ça peut venir avec le temps et vous pouvez vous intéresser avec le temps au milieu. Et comme je disais, il y a des milieux. Donc les milieux qui sont plus un petit peu difficiles, ça va être les milieux des courses. Hein, donc puisque c'est très très particulier, c'est vraiment un milieu qui est complètement cloisonné, on va dire quasiment des autres milieux. Hein, c'est un monde à part. Et tout ce qui est milieu de saut, le saut d'obstacles, etc. aussi, c'est un milieu qui est un petit peu à part. Donc par contre, c'est bien toujours de connaître un peu voilà, les gens connus de ce milieu-là. Ce qui est bien aussi, c'est dans ce métier, c'est qu'on va faire tout. Comme je vous disais, le vétérinaire en équine pure sur place, bah, il va tout faire de A à Z avant de décider si le cheval peut être géré sur place ou s'il doit l'envoyer. Donc, ça veut dire déjà donc prendre l'histoire du problème avec les propriétaires. Donc, l'aspect contact avec les gens est extrêmement important. Et pour que la consultation se passe bien, la communication avec le personnel de l'endroit où vous allez est essentiel. C'est 50% du problème, en fait. Donc, il va falloir que ça se passe bien et il va falloir bien expliquer ce que vous faites et tout ce qui peut se passer par la suite. Ensuite, il y a votre examen clinique de l'animal, voilà, qui peut se faire. Bah, il faut que quelqu'un vous tienne l'animal, donc il faut que ce soit quelqu'un de confiance. Quand c'est un professionnel, c'est mieux. Et pour évaluer le problème, vous avez de l'imagerie que vous pouvez faire sur place. Donc, tout est maintenant modernisé, miniaturisé, donc on peut faire des radiographies et des échographies au chevet du patient et faire toute la consultation là-bas. Et on fait aussi également des prises de sang qui sont analysées par contre généralement au retour à la clinique. Donc, on peut faire vraiment la consultation de A à Z. Et une fois qu'on a notre diagnostic, on peut gérer pas mal de choses sur place. Donc, pour tout ce qui est plaie, par exemple, ou batterie,
ça peut être traité sur place avec des soins de plaie ou des infiltrations anti-inflammatoires dans les articulations. Voilà, et puis il ne faut pas oublier, donc, comme je vous disais, la communication avec le client slash le propriétaire. Et après, souvent, il y a une grosse partie de la gestion qui va se faire à distance, soit par téléphone, soit par messagerie, où les gens vous envoyez des photos et vous pouvez suivre un petit peu à distance sans avoir à y retourner, puisqu'à chaque fois vous retournez voir le cheval, c'est des coûts aussi hein, pour les gens. Donc, plus on peut gérer à distance, mieux c'est, ça vous fait gagner du temps pour aller voir vos autres chevaux. Voilà, puis compétences en management, selon où vous êtes placé dans votre clinique, hein, vous allez avoir des gens aussi à manager autour de vous. Donc, généralement, vous avez minimum quelques ASV, donc des assistants en santé vétérinaire, qui vont vous aider pour vos consultations, préparer votre matériel, nettoyer le matériel, etc. Et si vous êtes dans des centres hospitaliers ou dans des écoles, vous avez des internes, des étudiants, etc. Donc, ça demande des compétences aussi en communication, en management, qui sont indispensables pour que le métier se fasse bien. Autre aspect aussi du cheval spécifique, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui travaille autour des chevaux. Vous n'êtes pas le seul intervenant professionnel dans la vie du cheval. Donc en premier lieu, et celui avec lequel on s'entend le mieux, c'est le maréchal. Donc souvent, l'adage dit pas de pied, pas de cheval. Donc la ferrure du cheval est très importante. Donc c'est comme nous, c'est pas facile de courir pieds nus. Donc la ferrure est un élément indispensable du traitement des boiteries du cheval. Et donc, généralement, on va dire au maréchal, il a besoin de telle ferrure adaptée, donc soit par exemple un ferrure un peu asymétrique ou mettre des plaques, donc c'est des semelles un petit peu sous les pieds pour amortir l'impact sur le sol. Beaucoup de choses comme ça. Donc, le vétérinaire et le maréchal souvent marchent main dans la main. Et par exemple, pour les cas de fourbure des chevaux, où nous, on va faire les côtés radio et c'est le maréchal qui va mettre les fers adaptés sur mesure pour la fourbure du cheval. Donc ça, c'est un intervenant. On a aussi donc, beaucoup d'ostéopathes qui sont un petit peu en complément de la médecine vétérinaire, donc, pour tout ce qui est douleur dorsale, douleur d'encolure. Ça, c'est un aspect qui est assez important. Donc c'est très bien. Il faut s'entendre bien avec les ostéopathes. Il y a aussi des vétérinaires ostéopathes qui font ces soins-là en plus de leur médecine vétérinaire traditionnelle. Vous avez également donc les sports équestres, tout ce qui est association qui va organiser les concours, qui va organiser les courses de chevaux. Voilà, donc ça, vous pouvez être impliqué et aller faire des gardes sur place ou gérer les entrées et les sorties des chevaux avec votre mandat sanitaire et s'assurer que tous les chevaux, comme je vous disais, sont bien vaccinés contre les maladies réglementées. Et vous avez aussi des associations qui récupèrent des chevaux ou des ânes ou des poneys. Il y a la fondation Brigitte Bardot, il y a la SPA ou d'autres plus petites qui vont récupérer les animaux maltraités et auxquels vous allez prodiguer les premiers soins pour les remettre en forme. Donc vous êtes vraiment au centre de la santé du cheval et vous êtes normalement le premier référent pour la santé du cheval et puis mais vous n'êtes pas tout seul. Et pour la communication, en fait, ça c'est un point qui est un petit peu difficile aussi, c'est que la réglementation change en fonction de la race du cheval. Donc déjà, même pour les chevaux de course, entre un trotteur et un pur sang, c'est pas la même réglementation. Et ensuite, pour les chevaux de selle, c'est une autre réglementation. Donc ça, c'est aussi votre travail de vous tenir à jour et de savoir quelles sont les dernières réglementations, à la fois en termes de maladies, donc de prévention, de prise de sang, par exemple, pour savoir si le cheval n'a jamais été en contact avec une maladie, des vaccins. Et il y a aussi tout ce qui est délai de dopage. Donc il y a eu une grosse bataille depuis beaucoup, un nombre d'années non négligeable, mais pour faire le ménage, entre guillemets, sur le dopage dans le milieu équestre. Donc c'est très strict et très sévère. Et donc quand les professionnels se font prendre la main dans le sac, la punition est assez sévère. Mais vous pouvez être impliqué en fait là-dedans puisque vous allez soigner un cheval qui est malade et donc il faut s'assurer que quand le cheval va être en compétition, il n'y ait plus d'anti-inflammatoires en circulation. Donc ça c'est bien à vous aussi de connaître les délais entre votre traitement et le moment où le cheval peut de nouveau partir en compétition. Voilà, donc ça c'est un petit peu la première ligne sur le terrain des vétérinaires équins, donc en pur ou en mixte.
voilà, un petit peu première ligne de traitement. Et c'est lui, en fait, souvent qui va aller orienter les chevaux si jamais le cas est plus grave dans une structure un peu plus spécialisée, qui va faire une autre activité qui est un petit peu différente. Donc, des fois, ça va être des gens, les propriétaires vont se présenter spontanément dans des structures comme ça, parce que des fois, il n'y a pas de vétérinaire, hein, il y a comme une pénurie de vétérinaires équins dans certains territoires, donc des fois, les gens vont aller directement dans un hôpital de même. Sinon, c'est des cas de seconde intention, donc c'est-à-dire des vétérinaires qui ont vu le cheval et qui, soit le cheval répond pas au traitement, soit tout de suite, on sait que c'est quelque chose de problématique qui va nécessiter des soins lourds et qui est envoyé dans une structure spécialisée. Donc, ça peut être une structure spécialisée, soit parce qu'il y a des spécialistes ou parce que c'est des structures qui peuvent hospitaliser des chevaux pour des soins intensifs, c'est-à-dire qui sont vus jour et nuit. Ça peut être des box capitonnées, des box avec des treuils, des hamacs parce que le cheval n'arrive pas à tenir debout, ou parce qu'il y a des techniques d'imagerie avancée qui ne sont pas disponibles pour l'instant partout, puisque c'est assez onéreux. Donc, notamment en bas à gauche, par exemple, c'est une image donc, de scanner des chevaux. On voit donc la tête, les cervicales, les premières côtes, donc qui permet de voir par exemple des fractures de cervicales, des problèmes neurologiques. Voilà, donc c'est une imagerie très avancée. C'est beaucoup mieux que les radios, mais ça ne peut pas se faire partout. Voilà, donc c'est également souvent des cliniques où il y a un bloc chirurgical. Donc il n'y a pas forcément des blocs chirurgicaux dans toutes les cliniques équines, puisque c'est pareil, ça demande un investissement assez lourd et ça demande aussi d'avoir un chirurgien expérimenté. Et donc, il y en a beaucoup moins. Hein. Opérer des chevaux, opérer des chiens. Quand on sort de l'école, on est à l'aise pour opérer un chien. On n'est pas du tout formé pour opérer un cheval. Hein. Pour opérer un cheval, c'est vraiment une formation qui doit être faite en plus. Donc là, sur les images, en haut à droite, c'est un poulain en soins intensifs de néonatologie. Donc là, par exemple, c'est un animal qui ne peut pas être géré à distance, enfin, qui ne peut pas être géré sur place, hein, ce qui doit être vu en continu toute la nuit. Là, c'est un cas où il y a quelqu'un toute la nuit avec pour lui faire ses soins, pour regarder ses perfusions, qu'il soit chaud, qu'il se refroidisse pas, qu'il ait de l'oxygène, etc. Donc tout ce qui est poulain généralement qui n'est pas autonome et qui ne peut pas téter lui-même va être envoyé dans une structure spécialisée. En bas à droite, là, c'est donc des images en fait de pompes à perfusion. Voilà, donc c'est les mêmes qu'on a dans les hôpitaux du Maine, donc qui permettent d'administrer des traitements en continu aux animaux pour gérer la douleur, par exemple. Et l'image du milieu, c'est un sinus, en fait. Donc, juste devant les yeux du cheval, il y a rien, c'est juste des grandes cavités comme nous, nasales, et les sinus, et il y a beaucoup d'infections qui peuvent se produire ici. Voilà, donc ça peut être impressionnant, mais c'est relativement très bien toléré, et ça se fait, comme vous le voyez, sans anesthésie générale, donc juste avec des anesthésies locales et tranquillisation, les chevaux tolèrent tout à fait ces procédures. Donc, dans les soins spécialisés, qu'est-ce qu'on va voir d'autres? Voilà, comme je vous disais, des poulains. Donc, les poulains, donc ça peut être des Shetland ou des chevaux de course ou des chevaux de trait, peu importe. Mais dès que les animaux ne sont pas autonomes, ils ont besoin d'avoir des soins intensifs. La gauche, c'est un animal en fait qui est hospitalisé pour amaigrissement. Donc, généralement, l'animal a été vu plusieurs fois sur place avec des prises de sang, des analyses. Et puis, si on ne trouve pas et que les gens veulent aller plus loin, il peut être hospitalisé. Et puis, d'autres examens peuvent être réalisés sur place. Voilà, donc là, c'est pareil, à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, des cas de poulains ou des cas de scanners. Donc, pour les scanners de poulains, là, on doit les endormir complètement, faire une anesthésie générale, hein, puisque là, ils vont être un petit peu apeurés par la machine. Mais sur les chevaux adultes, en fait, ça peut se faire debout. Donc là, c'est sur le site du Cyril en Normandie, ou avec une sédation. L'animal peut avoir un scanner de la tête et de l'encolure. Hop. Donc chirurgie, donc c'est quand même un gros motif d'envoyer les animaux dans une structure spécialisée. Donc l'image en fait du haut, donc c'est au bloc de chirurgie. Donc l'animal il est endormi. Je vous montrerai après comment ça se passe, comment on le met, mais il est endormi, mis sur le dos sur une grande table qui est adaptée. Donc là c'est une chirurgie en fait de colique. Donc une fois si on a des animaux qui ont mal au ventre hein, et qui ne répondent pas au traitement en première intention, si les gens ont le budget puisque c'est quand même assez cher, le cheval doit être auprès en urgence pour aller explorer et remettre en place les organes. Donc ça, c'est la première cause de chirurgie en urgence. Donc là, pour qu'au bout du compte, ce soit un succès pour tout le monde, il faut qu'on travaille en équipe avec les vétérinaires sur le terrain, qui nous l'envoient à temps,
puisque plus il est opéré vite, meilleures les chances de succès sont. Donc en bas à droite, ça c'est une fracture. Donc comme je vous ai dit, les chevaux aiment bien se cogner contre les objets fixes. Donc des fractures du crâne peuvent arriver. Voilà. Donc, ça peut être très impressionnant, mais donc c'est sûr que la vue du sang pour la chirurgie, si c'est un problème pour vous, ça va être compliqué. Mais vous voyez, ce cheval a bien récupéré après, le lendemain. Et puis voilà, en bas à droite, c'est les chirurgies de colique. Donc on doit extraire les organes sous anesthésie générale et puis explorer la cavité abdominale. Voilà, d'autres exemples en fait de plaies qui peuvent arriver. Avec là au milieu, voilà, un cheval qui a dû se coincer la patte dans une clôture. Et on a donc la peau qui s'est vite décollée. Et comme je vous ai dit, on tombe très vite sur l'os et les tendons, les ligaments en dessous. Donc ça va nécessiter des soins longs et lourds pour le propriétaire et le cheval. Mais le pronostic pour ce cheval-là était bon puisqu'il n'y avait pas de structure vitale atteinte. Voilà, puis il y a beaucoup, en fait, après la chirurgie, souvent les chevaux doivent rester hospitalisés parce qu'il y a des soins intensifs après à mettre en place. Et les chevaux, de toute façon, doivent être en convalescence par rapport à la plaie. Ils ne doivent pas trop bouger, ils doivent rester tranquilles au box avec un gros bandage autour du ventre. Voilà, et pour certains cas, donc on doit être amené à mettre, donc là c'est vraiment des soins intensifs, à mettre des drains abdominaux par exemple, pour continuer à laver en fait l'abdomen en post-chirurgie, pour diminuer en fait l'inflammation de l'abdomen suite à la chirurgie. Donc en fait, ça c'est tout l'aspect chirurgie de colique, c'est une discipline qui s'est énormément développée depuis 30 ans, on va dire. Et il y a quand même un bon taux de succès maintenant, donc ça vaut le coup d'envoyer le cheval en chirurgie dès que c'est indiqué. Donc comment on envoie le cheval en chirurgie? Donc c'est tout un travail d'équipe. Vous voyez que là, le cheval, il est dans un box de contention. Donc ça, c'est un box de couchage ou de réveil où les murs sont capitonnés pour que le cheval ne se blesse pas, soit en tombant, soit en se relevant. Donc, il a un cathéter en fait dans la veine pour pouvoir lui administrer les traitements pour le faire dormir. Donc c'est les mêmes molécules qu'on utilise en médecine humaine. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout. Voilà, je vais vous montrer comment il tombe. Donc, une fois qu'on a fait l'injection intraveineuse, le cheval va s'endormir. Et nous, on s'assure en fait ici que le cheval ne se blesse pas. Donc on le pousse contre le mur. Et le but, c'est qu'il s'assoie tranquillement, sans se blesser, et puis sans nous blesser aussi, parce que c'est une grosse bête qui fait 500 kg. Donc ça prend à peu près 1 minute pour que le cheval s'endorme. Voilà, donc ça, c'est un couchage parfait. Le cheval s'est endormi tout doucement et il ne s'est pas fait mal en tombant. Il a blessé personne. Donc c'est la technique en fait la plus classique, d'assister le cheval dans l'anesthésie. Ensuite, on va intuber le cheval, donc c'est comme l'anesthésie humaine. Donc on va lui mettre un petit padane, donc c'est le petit tube en plastique au milieu, et on passe dedans une sonde trachéale pour pouvoir le ventiler ensuite pendant la chirurgie. On voyait que ce cheval, en fait, là, il est plein de boue, donc c'était une colique en fait qui est venue en urgence. C'est pas l'idéal, hein, normalement, on est censé avoir un animal propre pour que le bloc reste propre. Mais là, on a des conditions où on ne peut pas se permettre d'attendre et on doit opérer en urgence. Et ensuite, voilà. En fait, on accroche le cheval. Donc là, il dort complètement. Hein, il n'est plus du tout avec nous. Et on le transfère avec un treuil jusque sur la table que vous avez vue tout à l'heure, où il va pouvoir être opéré. Et il va rester en anesthésie pendant 3 à 4 heures avant d'être remis dans le même box. Voilà. Et après, il y a une période d'attente pour le réveil. Donc, le réveil va durer à peu près 2 à 3 heures avant que l'animal récupère ses sens et puis soit capable de se relever. Et généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assister l'animal pour le relever. Donc là, on ne va pas rester avec lui parce que ça peut être dangereux. Donc, on reste à l'extérieur du box avec, vous voyez sur l'image en bas à gauche, il y a une corde en fait qui est attachée à la queue avec des mousquetons et une corde qui est attachée à la tête. Et puis le but, ça va être de l'assister quand le cheval va vouloir se lever
de tirer sur les cordes pour l'aider. Et puis surtout qu'il ne retombe pas une fois qu'il va être debout. Hein, le but, c'est qu'il essaye une fois de se lever et après qu'il reste stable. Et des fois, on peut avoir des chevaux qui ne se lèvent pas bien. Donc là, sur l'image en bas à droite, c'est un cheval qui a un hamac pour l'aider à se relever, en fait, mécaniquement. Donc avec les cordes, en fait, on va l'aider, mais on ne va pas prendre le poids complètement du cheval avec nous. Avec le hamac et le treuil mécanique, on va pouvoir le relever complètement. Mais vous voyez que ça prend quand même du monde et c'est tout un travail d'équipe pour relever l'animal. Autre chose qu'on peut avoir dans les centres spécialisés, c'est la médecine sportive. Donc la médecine sportive, ça va concerner tous les chevaux qui sont intolérants à l'exercice ou qui n'atteignent pas les performances voulues par le propriétaire. Donc, vous voyez, ça peut être un cheval de course ou un cheval de saut, un cheval de dressage, peu importe. Hein, ce n'est pas forcément un exercice intense, c'est par rapport aux attentes des propriétaires. Donc ça peut être soit d'origine respiratoire, cardiaque ou musculaire. Donc là, si je vous remets la vidéo, vous voyez que sur la tête en fait de l'animal, du cheval, il y a une espèce de, je sais pas si vous allez voir qu'il y a un tube en fait qui rentre dans le nez du cheval qui a l'air il a pas l'air de trop aimé. Donc c'est une caméra en fait qui passe dans le nez et ça s'appelle donc une endoscopie embarquée pour voir les voies respiratoires supérieures de l'animal pendant qu'il travaille, pour voir en fait s'il y a des problèmes de collapse des voies respiratoires supérieures qui vont empêcher l'animal de respirer et diminuer ses performances sportives. Et auquel cas, on peut faire des chirurgies pour corriger ça. Donc il y a ça, il y a donc, tout ce qui est examen cardiaque. Donc là, lui, il n'en a pas, on peut mettre un électrocardiogramme pendant l'effort, faire des échocardiographies également et faire des investigations sur tout ce qui est problèmes musculaires qui peuvent diminuer les performances du cheval. Et pour tout ce qui est respiratoire, donc là, c'est une endoscopie des voies respiratoires supérieures. On ne peut pas aller plus loin à l'effort, mais on peut investiguer également tout ce qui est pulmonaire après l'effort en faisant des endoscopies, des radiographies, des échographies, des prélèvements respiratoires pour mettre en évidence de l'inflammation pulmonaire. Voilà un petit mot aussi sur la reproduction hein, qui est très importante et qui implique les vétérinaires sur chaque insémination et suivi de juments. Et également pour tout ce qui est soins vétérinaires sur les poulains. Donc, normalement, il y a une visite de bonne santé qui est faite d'office le lendemain ou le surlendemain pour s'assurer que le poulain n'ait pas de maladie congénitale, c'est-à-dire des maladies liées à la naissance. Et ça peut être vu plus tôt si le poulain ne va pas bien. Donc, on sait très vite si le poulain ne va pas bien, il doit se lever assez rapidement après le poulinage. Hein, n'oubliez pas que le cheval a été domestiqué, mais il conserve beaucoup de caractéristiques de l'animal sauvage. Donc, dans la vraie vie, le poulain doit se lever très vite et marcher très vite pour fuir les prédateurs. Donc, normalement, 1 heure après le poulinage, le poulain il est debout. Donc, ça, c'est. Donc là, quand le vétérinaire, il peut être appelé aussi pour tout ce qui est problème de poulinage en urgence. Sinon, si c'est les professionnels du cheval sur les centres de reproduction, ils vont gérer en fait la partie poulinage et ils vous appellent que si ça va pas, hein, puisqu'il faut agir vraiment en urgence absolue. Donc même le temps que vous arriviez, on perd beaucoup de temps. Donc c'est bien d'avoir des professionnels sur place qui vont pouvoir sortir le poulain s'il est coincé. Voilà quelques cas particuliers aussi des vétérinaires pompiers. Donc ça c'est des cas particuliers. Vous avez souvent des chevaux vous entendez parler de ça, soit des chevaux qui s'échappent sur la route ou des chevaux qui vont aller se coincer dans des mares, des fossés ou des choses comme ça. Donc là, vous allez travailler en collaboration avec les pompiers qui, eux, vont venir sécuriser la zone et vont pouvoir venir avec leur camion pour sortir le cheval. Par contre, il y a besoin d'un vétérinaire sur place pour installer tout ça et stabiliser en fait l'animal ils sont souvent en état de choc, coincés depuis plusieurs heures. Ils sont en état ils sont souvent aussi des douleurs, des plaies. Donc là, vous allez être appelé. Donc souvent, c'est les vétérinaires en fait qui sont pompiers volontaires qui vont avoir une casquette de vétérinaire équin ou capables au moins de gérer les urgences avant d'envoyer le cheval dans une clinique si besoin. Vous avez une partie également sur les événements sportifs. Là, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent en 2024 où on va être amené à travailler sur des grands événements sportifs. Donc, le but, en fait, c'est toujours le cadre réglementaire
les vaccins, la bonne santé des animaux. Donc, généralement, sur les grandes compétitions, vous allez vérifier tous les carnets de tout le monde et prendre la température de tout le monde pour éviter qu'on ait un cheval malade qui va mettre la grippe ou la rhinopneumonie à tout l'effectif et mettre en péril en fait le déroulement de la compétition sportive. Et vous avez également un vétérinaire traitant sur place qui va être là plutôt pour gérer les blessures. Donc, vous pouvez avoir soit des blessures, des fractures, des chutes ou des chevaux qui vont faire des coliques parce qui n'ont rien à voir avec le problème. Et c'est bien qu'il y ait des vétérinaires sur place pour gérer tout de suite les urgences. Quelques mots également sur les risques. Donc, c'est un animal qui est très gentil, qui est assez docile et qui se laisse faire, mais par contre, il peut avoir quand même des réactions et ça peut faire très mal étant donné le poids de l'animal. Donc, il faut quand même qu'on ait toujours un animal qui accepte les soins qu'on lui fait. Donc, on est quand même pas mal aidé depuis que certains médicaments sont disponibles pour en fait tranquilliser les animaux et en fait, diminuer le stress et la sensation de douleur des animaux, ce qui nous laisse faire beaucoup plus de choses. Mais on doit évaluer l'animal pour son caractère et son niveau de douleur. Donc voilà, puis s'il est en panique, on sait qu'on ne va pas pouvoir faire grand-chose sans le tranquilliser. Donc il y a quand même des risques qui sont pour le vétérinaire qui sont liés au coup que l'animal peut nous donner. Donc les coups qu'il peut nous donner, ça peut être soit des coups de pied. Par exemple, là, l'image en haut à droite, c'est un animal donc, qui est en colique. Et un des examens, c'est de réaliser une palpation transrectale, donc de mettre la main dans le rectum et d'aller explorer à la main la cavité abdominale, savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Donc vous voyez que si le cheval ne veut pas se laisser faire, on peut se prendre un coup de pied, généralement dans les tibias, et donc ça fait très mal. Donc on essaie d'éviter ça. Donc là, ce que fait par exemple la personne c'est qu'elle tient un pied, donc ça limite en fait la possibilité pour l'animal de donner un coup de pied. Vous voyez qu'en bas à droite, par exemple, on a quelqu'un qui palpe un jarret de cheval, donc il se tient à distance et qui se tient sur le côté. Donc si le cheval, par exemple, voulait donner un coup de pied parce qu'il n'est pas content, normalement on est à distance et on ne se prend pas le coup de pied. L'autre endroit où on peut se faire blesser, c'est à la tête. Donc, quand on va soigner des chevaux à la tête, soit pour des plaies ou qu'on doit lui passer un tube, etc., le cheval peut donner un coup de pied ou un coup de pied ou un coup de tête. Et on peut être blessé à ce niveau-là. C'est d'ailleurs là qu'on a le plus fréquemment de blessures pour les vétérinaires équins. Voilà, tac, tac, tac. Aussi, les conditions de travail, il y a aussi, comme je vous disais, pour les vétérinaires de première ligne, beaucoup, beaucoup de routes et de fatigue. Donc, ça peut être quelque chose qui est à prendre en compte, puisqu'on peut faire des petites sorties de route ou s'endormir au volant quand on a une urgence en pleine nuit. Donc, ça fait partie des risques du métier. Voilà, ça c'est une petite vidéo qui est impressionnante. Donc, un cheval qui est sur un tapis roulant. Et hop, voilà. Donc, la personne en fait est passée sous le cheval. Vous voyez que les chevaux, généralement, on essaye de nous protéger. Et là, il a soulevé les pieds pour pas qu'il y ait de blessure. Là, la personne n'a pas été blessée. Mais c'est pour vous dire que ça va très vite. Voilà. Donc, on essaie de se mettre toujours en situation de sécurité pour le temps qu'on n'a pas le temps de réagir en fait. Donc, il faut se mettre dans des positions de sécurité sur le côté, par exemple, pour ne pas avoir de gros bobos. Voilà, donc après, il ne faut pas oublier que c'est un travail d'équipe, à la fois dans les grosses structures et à la fois avec les vétérinaires sur le terrain. Donc c'est un travail en fait mutuel avec soit vous êtes sur le terrain et vous avez besoin d'une grosse structure pour hospitaliser les chevaux, les animaux compliqués, et inversement, les grosses structures ont besoin de ce maillage sur le terrain pour recevoir des cas par les vétérinaires traitants. Donc comment on dit un vétérinaire équin? Pour finir, donc vous verrez peut-être dans les autres confs que le cursus en fait est commun jusqu'à la 5e année. Donc là, vous avez pas du tout, vous avez donc le cours en fait, les nombres d'heures que vous avez de cours en équine est très limité, puisque si on revient au tout début, il y a très peu de vétérinaires équins par rapport au reste de la population des vétérinaires. Donc il y a 3% des vétérinaires équins ou 10% des vétérinaires mixtes. Donc ça vous fait 10% d'heures de cours en équine sur le cursus, donc c'est très limité. Donc, si vous voulez faire après de l'équine, il va falloir vous spécialiser dans la dernière année. Donc, soit vous avez des dernières années complètement dédiées à l'équine ou des dernières années mixtes qui sont à la mode, qui sont très adaptées en fait à la demande sur le terrain, puisqu'il y a beaucoup de postes où vous devez avoir une casquette équine, une casquette d'une autre espèce.
pour combler en fait des postes un petit peu particuliers. Donc ça se fait de plus en plus. Ensuite, quand vous voulez poursuivre, ce qui est assez recommandé si vous voulez surtout faire que du cheval, c'est de faire une 7e année qui est un internat. Donc là, c'est une année qui est dédiée au cheval, où là, vous n'êtes plus en fait la 6e année, il y a des cours, des stages et une rotation en clinique. Là, à l'internat, vous êtes 100% en clinique et vous êtes encadré avec les professeurs et les spécialistes de l'hôpital. Donc, c'est vraiment une année de transition entre l'école et la vie professionnelle. Donc, généralement, c'est hautement recommandé si vous voulez vraiment faire de l'équine à part entière sur le terrain. Et après ça, vous pouvez encore continuer. Donc, comme moi, donc j'ai fait la spécialisation en médecine interne. Vous avez des spécialisations en chirurgie, en ophtalmologie, en dermatologie. Donc, il y a plusieurs spécialisations et corps de métier qui peuvent vous être proposées selon vos envies, mais les places sont relativement limitées. Donc, les places sont chères après pour devenir vraiment spécialiste. Voilà. Et moi, j'ai fini pour la présentation. On va pouvoir prendre les questions. Alors, oui, du coup, bonjour. Merci pour la présentation. Donc, on a fait un petit résumé, on a repris toutes les questions qui ont été posées dans le chat et on a essayé de les mettre un peu par thème, comme ça, ce sera plus simple pour que tout le monde suive. Donc, il y a eu beaucoup de questions, il y en a peut-être certaines qui ne seront pas traitées et d'autres qui seront traitées par d'autres conférences, donc que nous, on ne va pas faire. Donc, on a déjà eu quelques questions sur votre parcours personnel. On a eu pourquoi vous avez choisi l'école vétérinaire de Nantes pour vous former, notamment en pratique équine du coup. J'avais coupé mon haut-parleur, donc je ne sais pas si vous m'avez parlé. Oui, du coup, on a résumé les questions et il y en a quelques-unes sur votre parcours personnel. Donc Oui. pourquoi vous avez choisi l'école vétérinaire de Nantes pour vous former, notamment en équin? En fait, moi, je m'étais pas. En fait, je n'avais pas fait veto pour faire vétérinaire équin spécialement. Donc, c'était plus la région en fait qui m'avait intéressé. Voilà. Donc, quand vous choisissez votre école, donc ça a changé beaucoup depuis que moi j'ai fait l'école. Mais j'avais plutôt envie d'être à Nantes que à Maison-Alfort à l'époque. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi l'école. Et par contre, effectivement, pour les chevaux, si jamais vous êtes sûr que c'est votre projet, il y a des écoles en fait qui ont une certaine valence pour certaines espèces. Et c'est sûr que pour les chevaux, il y a Nantes, Lyon et Alfort qui ont des bonnes cliniques en fait, qui avec beaucoup de cas. Donc c'est plus intéressant que voilà, Toulouse a un peu moins de cas de hospitalisés en cheval. Donc c'est vrai que souvent les étudiants de Toulouse vont faire leur dernière année par exemple dans une autre école pour complémenter ce manque. Merci. Donc du coup, la deuxième question, c'était selon vous, quelle est ou quelles sont les qualités requises afin d'être un vétérinaire équin? Alors, je pense qu'il faut aimer, faut pas avoir peur, faut pas compter ses heures. Donc c'est sûr que on va dire que c'est un problème entre guillemets d'heures de travail. Donc c'est assez demandant et c'est un peu pour ça qu'il y a souvent des collègues qui vont quitter le métier au bout de 5 ans ou 10 ans, puisque la combinaison entre la vie privée et la vie professionnelle peut être un peu conflictuelle, surtout pour les vétérinaires sur le terrain qui vont avoir beaucoup d'heures de travail, beaucoup de routes. Donc ça, il va falloir, en gros, il faut être bosseur, voilà, c'est clair. Et puis, il faut vraiment être passionné. Je pense que si vous n'avez pas la passion, les inconvénients du métier vont prendre le pas sur les avantages, qui sont quand même nombreux. Enfin, bon. Après, quand on aime les chevaux, je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'est un animal qui est super attachant, super beau, etc. Mais qui est très demandant et qui aime bien tomber malade la nuit, le week-end. Donc voilà, ça peut être fatigant à la longue. Et je pense que ce qui manquait aussi à nos aïeuls, c'était tout ce qui était travail en équipe. Donc je pense que ma nouvelle manière de recruter les vétérinaires va beaucoup améliorer la situation. Mais voilà, je ressouligne un peu le trait sur l'aspect de travail en équipe, à la fois entre les centres et surtout au sein de votre clinique, pour que on va dire la collaboration et que chacun s'entraide dès qu'il y a besoin. Voilà. Ensuite, on a une question qui est beaucoup revenue. Est-ce que le fait d'être cavalier ou de pratiquer le cheval,
ça a des avantages dans la pratique parce que du coup, tout ce qui est, donc là, je le dis pour ceux qui écoutent, tout ce qui est admission, vous aurez la conférence post-bac, donc c'est sur cette conférence-là. Alors, c'est un plus, c'est clair que c'est un plus parce que, enfin, par exemple, moi, j'ai été cavalier amateur, voilà, comme beaucoup de personnes dans un centre équestre, voilà, sans plus. Par contre, c'est quand même un plus quand les gens vont vous dire que certains signes cliniques, quand ils montent le cheval, etc. Si vous avez jamais monté à cheval, bon, c'est sûr que c'est un peu c'est un petit handicap. Donc, c'est quand même bien d'avoir cette expérience-là de monter à cheval. Déjà, c'est aussi une expérience, ne serait-ce que pour connaître l'animal, puisque c'est un animal, comme je vous dis, qui peut être un peu spécial, un peu peureux, et donc il faut reconnaître assez rapidement les, euh, les signes que le cheval est malade, qu'il a peur, etc. Donc, de connaître le cheval, on va dire en général, c'est un atout. Par contre, si on va par exemple sur le cheval de course, moi, j'ai jamais été dans un sulky, j'ai jamais monté un pur sang de ce type, et ça m'empêche pas de soigner des chevaux de course. Donc, vous n'aurez jamais toutes les casquettes, vous ne serez jamais un cavalier, un jockey, un driver, un dresseur de cheval, etc. Par contre, d'avoir une expérience au moins dans un domaine avec les chevaux, c'est sûr que c'est un plus. C'est un gros plus. Ensuite, on a un thème qui est plutôt sur ce que vous avez dit sur la pénurie des vétérinaires. Donc, vous avez parlé du coup de la pénurie des vétérinaires équins. Et on a eu pas mal de questions en se demandant du coup si c'était plutôt parce qu'il n'y avait pas de place ou si c'est parce que les étudiants ne s'y intéressaient pas et s'il y avait des zones plus touchées que d'autres. Ouais. Alors, s'il y a des places, hein. Bah, en fait, pour vous donner une image, c'est que tous les étudiants et tous les internes qui sortent ont trouvé du travail, en fait. Et souvent, ils ont même du travail avant de sortir de l'école pour l'équipe. Donc, en fait, il y a une demande. D'une part, il y a une demande des gens, puisqu'il y a de plus en plus de chevaux, en fait, de propriétaires. Donc, les gens sont motivés et intéressés pour voilà, faire soigner leurs animaux. Donc, il y a une demande des gens. Donc, il y a une petite réduction du nombre de chevaux depuis 2-3 ans, mais globalement, on a quand même 1 million de chevaux répartis sur tout le territoire, donc c'est quand même assez important. Ce qui fait la pénurie, par contre, c'est qu'il y a un changement, en fait, on va dire, dans la pratique des vétérinaires, avec des vétérinaires, des horaires, en fait, qui ont tendance à être de plus en plus encadrés, ce qui est quand même une bonne chose, je pense, pour la qualité de vie des vétérinaires sur le long terme. Donc, du coup, les vétérinaires vont travailler un petit peu moins qu'avant, donc vont faire des mi-temps, par exemple. Donc, du coup, ça laisse beaucoup de temps, de place à combler. Et il n'y a pour l'instant pas assez de vétérinaires qui sortent pour combler tous ces trous en équipe. Voilà. Donc, et puis nous, on est vraiment 10% en fait, hein, comme je vous disais, des enseignements. Voilà, on essaie de recruter au maximum, mais pour l'instant, ça manque un petit peu. Les étudiants qui sortent ne comblent pas les trous sur le terrain. Donc, ça va peut-être changer vu que le nombre d'étudiants recrutés va augmenter. Mais voilà. Donc, pour l'instant, et pour ce qui est des régions, donc toutes les régions, il y a beaucoup de chevaux. Bah là, il y a pas trop de pénurie parce que souvent, c'est des cliniques assez grandes. Donc, c'est un peu plus confortable pour travailler. Vous avez moins de distance à faire. Hein, ça va être vraiment au milieu rural. Donc, c'est à peu près les mêmes zones que là, il y a une pénurie de vétérinaires rurales. Donc souvent, quand il n'y a pas de vétérinaire rural, il n'y a pas trop de vétérinaires équins non plus. D'où l'intérêt d'avoir des gens qui font les deux. Souvent, là, ils peuvent s'épanouir, avoir les deux casquettes et combler les trous. Donc souvent, là, il y a souvent, si on revient sur la carte, tout ce qui est centre, le grand centre et l'Est, il y a un gros manque de vétérinaires équins. Et donc, ça veut dire que souvent, on a des gens qui viennent du centre, par exemple, qui viennent directement. Donc, ils font 3 heures de route parce qu'il n'y a pas de vétérinaires équins qui peuvent venir rapidement pour une urgence, par exemple. Ensuite, on a aussi eu beaucoup de questions sur le métier de vétérinaire et les métiers qui sont en lien, donc notamment les ostéopathes. Il y en a Oui. beaucoup qui ont demandé si les vétérinaires travaillaient avec les ostéopathes et s'il y avait des formations dans les ENV ou des choses comme ça, ou des avantages de faire veto puis ostéopathe, ou la différence en tout cas entre les deux. On va dire que sur la pratique, au jour le jour, généralement, les vétérinaires normaux, standards et les ostéopathes, ils travaillent pas ensemble. Chacun travaille un petit peu de son côté, donc ça va être le propriétaire qui va. Souvent d'ailleurs, c'est l'ostéopathe qui passe d'abord. Donc, par exemple, mon cheval, il va pas bien, enfin, il a pas bien sauté ce week-end, j'ai trouvé raide ou je sais pas quoi. Bon, ils vont appeler l'ostéopathe. Ça marche, vous en entendez pas parler. Ça marche pas, là, on va appeler le vétérinaire pour aller un petit peu plus loin, faire des radios, des échos, etc.
c'est rare en fait que la collaboration avec les ostéopathes n'est pas trop dans les habitudes. Voilà, généralement, les gens travaillent un petit peu de leur côté. C'est vraiment différent par rapport au maréchal où là, le travail se fait plutôt main dans la main. Donc, c'est un avantage. Par contre, pour les formations ostéopathes, donc je ne crois pas qu'il y ait de formation dans les écoles. Ce serait à vérifier. Par contre, il y a des formations hors école. Donc, c'est un petit peu comme les ostéopathes humains. Donc, c'est pas du tout des formations. C'est pas encadré comme un diplôme vétérinaire. Donc, c'est des formations annexes qui sont prodiguées et qui peuvent être faites par des vétérinaires ou pas. Et vous avez aussi des ostéopathes humains qui vont faire une année en plus pour les animaux, par exemple, pour se former. Donc, par contre, il y a une grosse demande effectivement de médecine alternative pour les chevaux. Alors pour le meilleur et pour le pire, parce que des fois, ça peut dériver sur des pratiques un petit peu, voilà, type homéopathie ou des choses comme ça qui sont pas très validées scientifiquement. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Mais voilà, donc c'est un avantage. Je pense que moi j'encourage les collègues qui sont intéressés par ça à se former en ostéopathie pour pouvoir tout de suite détecter en fait s'il y a besoin de vrais soins vétérinaires. Des fois, on peut avoir des petits retards à la mise en place de traitements vraiment indiqués. Si les gens vont faire voir l'ostéopathe plusieurs fois, peut-être que si c'était un vétérinaire ostéopathe qui l'a vu tout de suite, il aurait pu dire en fait là, faut opérer ou je sais pas quel cas. Mais je pense que l'avoir les deux casquettes, c'est très bien et en plus c'est très valorisé et valorisant pour la clinique d'avoir cette casquette en plus, hein, puisque les gens sont vraiment demandeurs. Ensuite, du coup, c'est un peu sur le même thème. Est-ce que, sur la dentisterie, l'anesthésie, au niveau de l'urgence, est-ce que c'est des spécialités ou est-ce que du coup, c'est, le vétérinaire, classique? Ou est-ce que c'est un métier ou est-ce que c'est une spécialité de vétérinaire? Ouais. Alors, la dentisterie lambda, classique, ça fait partie des soins, des compétences de base, on va dire, du vétérinaire. Mais maintenant, donc, il y a des spécialités en dentisterie équine aussi qui apparaissent. Donc, la bouche du cheval, hein, ça a été vraiment laissé pour compte pendant des années, parce que ça se voit pas trop, en fait. Hein. Si on n'ouvre pas la bouche du cheval en grand, on va pas aller voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, maintenant qu'on a des techniques d'imagerie, je vais pas trop montrer, mais maintenant, on a des caméras qui vont à l'intérieur, on a des scanners dedans, tout ça. Donc, vraiment, on a beaucoup avancé. Donc, pour les problèmes un petit peu compliqués, il y a des spécialistes en dentisterie donc, qui existent. Mais sinon, le 90% des soins se font par un vétérinaire normal avec des râpes à dents. C'est pour ça que j'aurais pu mettre des images, des râpes à dents électriques miniaturisées pour aller. Donc, on n'a pas besoin de brosser les dents, mais d'aller limer les dents pour que ça arrête d'abîmer. Donc, voilà pour les dents. Pour l'anesthésie, c'est pareil, c'est des spécialités qui peuvent se faire. Donc, si vous êtes spécialiste en anesthésie, par contre, vous ne pouvez travailler quasiment qu'en école, en tout cas pour le cheval. Sinon, pour tout ce qui est toutes les cliniques privées, les centres hospitaliers privés, généralement, c'est les vétérinaires aussi qui font les anesthésies. Donc là, on se forme pendant l'école et après, on se forme sur le terrain. Mais ça peut être fait, entre guillemets, par n'importe qui. On n'a pas besoin d'être forcément spécialisé en anesthésie pour les faire. Merci. Du coup, une autre question, c'est sur le parcours des vétérinaires qui sont sur les événements sportifs. Est-ce que c'est plutôt Ouais. une formation ou une accréditation? C'est cette Alors, question. ça dépend du niveau de la compétition. Si c'est des compétitions internationales, donc là, faut avoir une formation en plus, effectivement, donc de la FEI, donc la Fédération équestre internationale. Voilà, donc pour être au taquet sur la réglementation et l'organisation du concours. Et par contre, pour tout ce qui n'est pas FEI, vous pouvez le faire sans avoir de formation. Donc moi, je suis pas FEI, j'ai fait des gardes donc sur des concours nationaux, sur des courses de chevaux. Voilà, et du coup, ça peut être un extra, on va dire, en termes de rémunération, parce que ça peut être bien payé hein, par rapport au temps que vous y passez, donc ça peut être une activité. Et du coup, c'est bien aussi de se mettre un petit peu dans le milieu, de voir des fois vous voyez des chevaux que vous avez traités, que vous voyez en concours et tout. Donc ça peut être, c'est une opportunité aussi de se mettre dans le milieu équestre en plus. Ensuite, on a une question sur plus, la pratique, équine vétérinaire, sur, journalière. Donc, à quoi ressemble une journée type et quelles sont les consultations, qui sont, le plus, souvent, ramenées, par les clients? Ouais. Bon, on va prendre, je vais vous raconter moi quand je travaillais avant sur le terrain.
En gros, si on prend, il y a un truc que j'ai pas assez souligné aussi, c'est que les chevaux ont une période de reproduction saisonnière. Donc, c'est-à-dire en gros, entre mars et juin, c'est la période de reproduction. Donc, c'est la période où les juments vont pouliner et on doit remettre un poulain dans la jument, donc la réinséminer pour qu'elle soit pleine pour l'année d'après. Donc, c'est vrai que là, il y a un tunnel en fait entre mars et juin qui est assez intense, où on a toute notre activité de base, plus la repro, plus pas mal d'urgence, puisque c'est aussi la saison où les concours reprennent, donc il y a des consultations de médecine sportive, de boiterie et des urgences, etc. Donc on va dire que pendant ce temps-là, c'est là où on a les plus grosses horaires. Donc, vous pouvez commencer des fois, si vous êtes un veto complet qui fait tout sur le terrain, vous pouvez être amené à être entre 7h30 et 8h chez votre premier client. Donc en espérant qu'il ne soit pas très, très, très loin. Mais voilà, donc ça veut dire qu'il faut se lever assez tôt. Et en fait, il faut que les juments, par exemple, soient vus assez tôt pour savoir si le propriétaire doit l'inséminer le jour même. Il doit s'organiser, prendre rendez-vous, amener le cheval, amener la jument, etc. Donc c'est pour ça les juments sont vues assez tôt en fait le matin. Voilà. Ensuite, vous faites toute votre pro, on va dire jusqu'à 10-11 heures. Vous enchaînez tout vos haras sur la route, donc en espérant qu'ils soient assez proches, vous pouvez enchaîner assez bien. Ensuite, vous allez avoir vos consultations. Donc, si vous êtes bien organisé, vous pouvez rentrer chez vous, aller manger. Sinon, vous mangez sur le pouce dans votre voiture un sandwich. Et vous allez enchaîner donc vos rendez-vous et caser vos urgences qui vont arriver en plus. Donc là, si vous êtes dans une clinique, normalement, vous avez quand même des collègues qui travaillent vraiment tout seul. Donc ça, c'est quand même dur parce qu'il n'y a personne pour vous aider pour faire vos urgences. Donc, généralement, ces gens-là vont assez vite trouver un collègue, au moins un deuxième pour bosser. Sinon, si vous êtes dans une petite clinique ou un gros centre, vous avez quand même un maillage sur le terrain avec plusieurs collègues qui roulent en même temps. Et en fait, l'urgence va être distribuée à la personne qui est le plus proche pour être au plus simple et au plus efficace. Et après, donc, la journée peut se finir entre 5h et 6h quand ça se passe bien. Et après, il y a toute l'organisation des gardes qui a à prendre en compte aussi. Donc, plus vous êtes nombreux, moins vous faites de gardes. Donc généralement, c'est une garde à peu près sur 3-4 soirs dans la semaine et puis un week-end sur 3-4 week-ends. Donc vous avez des astreintes qui sont quand même à prendre en compte pour votre organisation et puis ça prend quand même pas mal de temps. Donc c'est quand même pareil, il y a une rémunération en plus, mais ça peut être fatigant. Et il y a des gens, au bout d'un moment, au bout de 10 ans, qui disent moi, je ne suis plus de garde parce que c'est fatigant. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Donc, globalement, c'est un métier qui est assez fatigant. Clairement, il faut en avoir conscience. Ensuite, une autre question, c'est sur un vétérinaire équin, une fois qu'il est sorti d'école, est-ce qu'il continue à se former tout au long de sa carrière? Et si oui, à peu près tous les combien de temps, la Oui. récurrence? Alors, bonne question. Donc, maintenant, il y a un devoir de formation continue maintenant pour tout le monde, tous les vétérinaires, donc pour les vétérinaires équins. Donc, le plus simple, en fait, ça va être, pour se former, ça va être à la fois de s'abonner aux revues. Il y a des revues spécialement pour les chevaux en français et puis beaucoup en anglais. Voilà, pour se tenir à jour de la littérature et des dernières avancées. Vous avez également un congrès par an, qui est donc l'AVEF, le congrès des vétérinaires équins français, donc c'est déjà l'occasion de revoir ses collègues. Et comme je vous ai dit au début, c'est un petit milieu. Donc l'avantage, c'est qu'on on se connaît tous quasiment. Donc ça permet de revoir ses collègues et puis de voir aussi les dernières conférences, les dernières avancées. Le but, en fait, c'est on a une obligation de moyens par rapport aux propriétaires et aux animaux. Donc l'obligation de moyens, c'est-à-dire qu'on doit donner les meilleurs soins possibles à l'animal, c'est-à-dire offrir, si possible, les traitements les plus avancés ou les proposer aux gens. On n'a pas une obligation de résultat, donc on peut faire le maximum qu'on peut, mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément sauver l'animal. Ensuite, vous avez des formations qui sont offertes dans les écoles vétérinaires. Donc ça s'appelle des EPU, des enseignements post-universitaires. Donc généralement, ça va durer une journée, 2 jours, et ça va être vraiment sur un thème spécifique. Donc voilà, par exemple, à l'école à Alfort, l'année prochaine, on a une journée en échographie abdominale et thoracique. Donc par exemple, un vétérinaire mixte qui n'en fait pas trop, il pourrait vouloir se former là-dedans. Un vétérinaire équin pur, ça, c'est quelque chose qu'il va faire quotidiennement.
Après, on en a un autre en échocardiographie. Donc ça, c'est un examen qui est un peu plus spécialisé, qu'on ne fait pas tous les jours. Donc c'est pour un vétérinaire équin plutôt en pur qui voudrait voilà, offrir cette possibilité-là à ses clients. Et on a un autre en célioscopie également l'année prochaine. Donc voilà, il y a plusieurs formations qui sont généralement des formations assez pratiques. Donc vraiment, on essaie d'apporter à la fois la théorie, mais d'avoir que les vétos repartent avec quelque chose en plus qu'ils peuvent offrir assez rapidement à leurs propriétaires. Et donc tout ça, en fait, toutes ces formations, elles vous font gagner des petits points et vous devez avoir tant de points au bout de tant d'années et ça vous permet en fait de rester actif. Et c'est un petit peu encadré légalement, ça vous devez montrer que vous êtes toujours actif dans votre formation. C'est un bon point et il faut effectivement rester toujours au goût du jour. Parce qu'avant, c'est pareil, nos ancêtres, hein, ils ne revoyaient plus rien du tout après être sortis de l'école. Et donc 30 ans entre que vous êtes sorti de l'école et 30 ans après, il s'est passé beaucoup de choses. Donc on force un petit peu la main au veto pour qu'il soit toujours au goût du jour en termes de connaissances scientifiques. Est-ce que vous pouvez citer du coup des exemples de revues, s'il vous plaît? Bah, en France, en vétérinaire français, c'est pratique vétérinaire équine, qu'on appelle PVE. Et donc il y a 4 numéros par an qui balayent tous les sujets les plus fréquents, à la fois des nouveautés, et puis des fois c'est juste des rappels, des revues de littérature, et c'est très très illustré. Donc ça c'est en fait en revue française maintenant il n'y en a plus qu'une. Ok, merci. Et du coup, on a eu aussi des questions sur le revenu des vétérinaires équins. Est-ce qu'il est stable ou est-ce qu'il dépend vraiment du nombre de consultations? Est-ce qu'on a un bon Ouais, niveau de alors, vie en étant un vétérinaire équin? ouais. Alors les vétérinaires équins, on n'est pas les mieux payés par rapport aux autres espèces. Donc alors il faut savoir que c'est encadré légalement, donc il y a une convention collective, donc c'est-à-dire qu'il y a une grille en fait tarifaire entre guillemets. Donc vous avez des revenus minimaux qui sont garantis en fonction de votre expérience. Donc comment vous dire, moi j'étais payé 3 000 euros net quand je suis en sortant de l'école dans les premiers jobs. Donc ça c'est correct, hein. Ça dépend beaucoup de la région où vous vivez. Donc si vous vivez à la campagne, vous vivez très bien avec ça. Par contre, c'est clair que si vous comparez avec les collègues de petits animaux, c'est pas énorme. C'est beaucoup, ça peut être plus pour les autres. Et ce qui va jouer beaucoup, ça va être le statut que vous avez. Alors, si vous êtes salarié en fait d'une clinique, bah, voilà, vous avez votre salaire fixe. Souvent, vous avez les urgences qui sont les astreintes qui sont payées en plus. Après, quand vous êtes collaborateur libéral, donc c'est un statut un petit peu hybride où là, pour le coup, effectivement, votre salaire va dépendre du nombre de cas que vous allez voir. En fait, vous allez prendre une marge sur les cas que vous voyez. Donc ça, c'est un petit peu un pari à prendre. Donc l'avantage, c'est que vous allez vous développer votre clientèle vous-même, etc. Puis vous êtes entre guillemets locataire des locaux, donc vous utiliser les locaux de la clinique, etc. Mais votre salaire dépend vraiment du nombre de cas que vous voyez par rapport aux salariés ou donc il y a beaucoup de cas ou pas de cas. En fait, là, c'est pas trop votre problème. Vous êtes payé un petit peu la même chose. Voilà, donc c'est clair qu'au niveau salaire, faut pas s'attendre à des gros salaires. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée des salaires. Ensuite, il y a eu beaucoup de questions du coup sur les différences entre équins purs et équins mixtes. Est-ce qu'ils font Ouais. exactement la même chose, qui diffèrent exactement, etc. Euh, En généralement, ils font, on va dire que celui qui fait de la mixte, donc entre soit vache et chevaux ou chien, chat et chevaux, la partie chevaux va être plus limitée. Donc ça veut dire que vous allez souvent avoir des gens qui vont un peu moins pousser dans les examens. Bon, ça va être un petit peu plus rustique. Après, quand vous êtes vraiment pur, là, vous êtes souvent dans des régions où il y a beaucoup de chevaux et avec un niveau un peu plus élevé dans le sens où c'est des chevaux qui vont aller en compétition internationale. Donc, il y a un peu plus de moyens financiers, hein, parce que voilà, ça demande quand même des coûts. Et vous allez pouvoir aller un peu plus loin dans vos cas. C'est sûr que quand vous faites de la pure, vous avez souvent de la clientèle qui est un peu plus intéressée pour aller plus loin, faire plus d'investigations. Donc c'est quand même plus satisfaisant. Alors moi, c'est voilà la frustration que j'avais, par exemple, avec le côté bovin quand j'avais fait mes études, c'était que on était assez limité parce qu'il n'y avait pas trop de moyens. En équine pure, en fait, souvent il y a de quoi aller un peu plus loin dans les examens, donc d'avoir un diagnostic final et puis d'avoir
voilà, un traitement qui est quand même plus satisfaisant. Moi, ça me frustrait un petit peu de ne pas trop savoir de faire des traitements probabilistes. Là, quand on sait exactement ce qu'il a, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant dans votre métier, voilà, de tous les jours. Voilà. Donc, on va dire qu'en pur, c'est un peu plus poussé, c'est sûr. Alors ensuite, on a eu pas mal de questions aussi sur le CIRAL, donc les formations au CIRAL et comment on y accède. Donc, si vous pouvez réexpliquer comment on peut aller au CIRAL. Alors, donc le CIRAL, quand vous êtes étudiant à l'école, vous y allez pour l'instant que en dernière année. Ça changera peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui rentreront, puisque en fait, l'école d'Alfort va déménager au CIRAL, donc tout va être fusionné là-bas. Donc il y aura une partie du cursus commun qui sera au CIRAL. Donc au final, pour ceux qui nous écoutent, vous irez à la fois dans les rotations communes en 5e année et en 6e année dans votre année de spécialisation. Donc ça, c'est juste donc, des rotations au CIRAL. Après, quand vous êtes, il y a l'internat en plus. Donc l'internat, c'est Alfort, le CIRAL, et puis après, ce sera tout au CIRAL. Donc là, il y a également beaucoup de semaines spécialisées en locomotion. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez plusieurs possibilités pour aller encore plus loin. Donc soit il y a des formations de diplôme d'études, ou de DE, oui, c'est ça, diplôme d'études. Donc ça, c'est 6 mois à temps plein au CIRAL. Donc là, il faut être vétérinaire. Ça peut être des vétérinaires étrangers aussi qui viennent là. Vous avez encore plus de ça, donc une spécialisation. Donc tout ce qui est spécialisation, donc ça, je ne vous ai pas trop précisé. Donc ça s'appelle des résidences. Et ça dure 3 ans. D'accord, 3 ans à temps plein dans un seul domaine en particulier. Donc médecine, chirurgie, ophtalmo, dermato, etc. Et donc il y a une résidence au CIRAL, pareil, qui dure 3 ans en médecine sportive, axée surtout sur tout ce qui est problème locomoteur, puisque c'est leur domaine d'expertise. Et après, donc ça, c'est tout ce qui est formation. Et je vous ai dit aussi pour tout ce qui est EPU, donc enseignement post-universitaire. Donc, il y en a beaucoup qui sont offerts au CIRAL. Donc, pour les vétérinaires praticiens qui veulent venir un petit peu picorer de la formation pendant leur année de travail. Donc là, c'est pareil, c'est des formations d'une journée ou 2 journées. Donc ça, par contre, du coup, ces formations-là sont payantes, alors que les autres, vous êtes employés. Hein. Donc là, vous payez pour venir vous former une journée ou 2 jours sur un thème particulier. Donc là, généralement, c'est axé sur une articulation, une journée sur le boulet, une journée sur le tracé. Voilà, très, très poussé. Et ça, donc, c'est offert toute l'année. Il y a un programme qui est en ligne et qui est disponible. Et ensuite, du coup, une question comme tout à l'heure, c'est du coup sur la chirurgie. Est-ce que la chirurgie, c'est vraiment une spécialité en particulier ou est-ce que ça fait partie de la spécialité équine? Non, voilà, la chirurgie, c'est une spécialité de spécialité. Donc, quand vous sortez de l'école, il faut quand même, en ayant fait un internat, vous allez pouvoir gérer les chirurgies de première intention. Donc, c'est-à-dire, donc les castrations, ça, c'est sûr que les castrations, ça se fait sur le terrain, parce que il y a 90% des chevaux mâles sont castrés, parce que c'est plus simple. Donc, ça se fait sur place. Tout ce qui est plaies, donc les plaies simples aussi, ça, vous pouvez les gérer sur place quand il faut suturer. Donc, des fois, on peut même être amené à faire une anesthésie chez le client. Hein. On peut anesthésier le cheval dans un box, faire une suture et puis laisser le cheval se réveiller. Et tout ce qui est retrait de masse également. Donc, j'ai pas mis de photos, mais il y a beaucoup de chevaux qui ont des verrues, des sarcoïdes qui doivent être enlevés. Donc ça peut se faire aussi sur place. Voilà. Ensuite, tout ce qui est chirurgie un peu compliqué, donc tout ce qui est arthroscopie, donc retrait de fragments d'ostéochondrose, tout ce qui est colique, tout ce qui est sinus, etc. Ça demande quand même d'avoir une structure hospitalière, d'avoir un bloc chirurgical et d'être formé. Donc, il y a tous les chirurgiens de France qui opèrent des chevaux n'ont pas une spécialisation forcément, donc ils se sont un peu formés sur le tas. Donc, vous pouvez vous former avec quelqu'un qui en a fait depuis des années, qui a appris sur le tas. Et ça, on va dire, c'est de moins en moins courant. Hein. Ça fait à peu près 10 à 15 ans hein, qu'on a des collèges de spécialité européens qui se sont mis en place. Donc maintenant, et il y a une demande en fait du public pour des propriétaires pour qu'il y ait des spécialistes. Hein. Enfin, c'est comme nous quand on a, je sais pas si on a un problème de peau, on va pas aller voir l'ophtalmo, même s'ils ont fait, tout le monde a fait médecine. Maintenant, on a vraiment chacun son domaine d'expertise. Et les possibilités pour vous de faire de la chirurgie de haut niveau sans avoir fait de spécialisation sont assez faibles. Vous, quand vous sortirez de l'école, il faudra vraiment avoir fait une spécialisation pour
pour faire de la chirurgie, puisque là, on retombe dans l'obligation de moyens et donc on est vraiment poussé à fournir le plus haut niveau de soins. Donc, ça veut dire le meilleur niveau de compétence qui est offert. Donc, c'est plutôt par les spécialistes. Donc, sur le terrain, vous pourrez faire des chirurgies de première main, mais tout ce qui veut dire colique en particulier, ça doit être fait par des spécialistes. Après aussi, on a du coup, en lien avec la recherche, est-ce qu'un vétérinaire équin peut basculer derrière dans la recherche, je suppose? Quelle est la place du vétérinaire vraiment équin dans la recherche? Ouais. Alors, ça dépend quel vétérinaire équin, parce que sur le terrain, vous n'avez pas le temps de faire de la recherche. Et souvent, vous n'avez pas les compétences dans le sens où, par exemple, moi, j'ai dû faire des formations en plus pour faire de la recherche, puisqu'il y a un encadrement éthique qui, maintenant, c'est très, très encadré et tant mieux. Mais on ne fait pas ce qu'on veut avec les chevaux. Donc, la recherche, elle se fait quasi exclusivement dans les écoles vétérinaires françaises. Puisque nous, on a une casquette recherche, on doit faire de la recherche, de toute façon, c'est dans nos conditions de travail, entre guillemets. Donc, la recherche, elle se fait essentiellement là. Elle peut se faire éventuellement dans tout ce qui est laboratoire pharmaceutique. Voilà. Donc, quand ils vont développer un nouveau traitement, ils vont avoir de la recherche, de la R&D pour mettre en évidence les effets du médicament. Donc, ça, il y a de la recherche qui se fait à ce niveau-là. Niveau pharmaceutique, on va dire. Et nous, on va faire de la recherche sur les maladies, donc soit mettre en évidence des nouvelles maladies, des nouveaux traitements, des nouveaux moyens de diagnostic. Et on a aussi une grosse base de données, puisque les cas sont très bien documentés dans les écoles, ce qui permet des fois de faire de la recherche rétrospective et voir un petit peu ce qui s'est passé dans les 5 années, 10 dernières années, voir ce qui est devenu les chevaux, ce que sont devenus les chevaux, etc. Donc la recherche, si ça vous intéresse, il faut mieux passer par le milieu universitaire. Clairement, c'est là qu'il y aura plus d'opportunités. Ensuite, on a eu une question de quelqu'un qui demandait si c'était possible de cumuler les spécialités. À ma connaissance, c'est plus possible. Avant, anciennement, il y avait, quand les collèges ont été créés, il y a des gens qui ont plusieurs spécialités. Maintenant, en fait, l'obtention d'un titre de spécialiste empêche l'obtention d'un deuxième. Maintenant, non. Et est-ce que la spécialité chirurgie est obligatoire pour faire les petites opérations ou c'est vraiment pour des grosses opérations particulières? Non, c'est vraiment pour les grosses chirurgies. Pour les petites chirurgies, non, vous pouvez les faire sans être spécialiste. Ensuite aussi, est-ce qu'on peut, enfin, comment ça se passe pour changer d'école pour l'équine en dernière année? Si on veut faire, par exemple, la spécialité. Ouais, et ça, faut voir ça avec votre direction des études. Et puis, voilà, quand vous choisissez quelle année vous voulez faire, vous pouvez dire que je veux aller dans une autre école. Et ça peut se faire d'ailleurs, on en a qui vont à l'étranger, qui vont en Belgique, en Angleterre. Voilà, faut pas hésiter non plus d'ailleurs à sortir et aller voir à l'étranger. Mais ça se fait pendant votre cursus, en fait. On va vous demander à un moment donné où est-ce que vous voulez la faire. Et puis, vous êtes, normalement, il n'y a pas trop de limites de place, donc ça peut se faire facilement. Donc du coup, c'est possible de faire une spécialité, hors France, après être formé en France et on a eu la question, est-ce que c'est possible de venir faire la spécialité en France en étant formé à l'étranger? Alors, dans les derniers qu'on a eu, donc là, on a des étudiants qui vont en Belgique, notamment donc dans les grosses universités francophones. Vous avez Liège, qui est une université en Belgique. Il y a beaucoup de Français qui vont là-bas et qui peuvent revenir en fait. Ils vont là-bas pour le cursus commun et puis ils reviennent pour la dernière année en France. Voilà, pour diverses raisons. Donc la passerelle se fait dans les deux sens. Donc le plus fréquemment, c'est surtout les universités en Belgique. Donc il y a Gand et Liège où ça ventile bien. Il y a des étudiants de Gand qui viennent chez nous, des étudiants français qui vont là-bas. Pour ce qui est de l'Angleterre, ça c'est une colle parce qu'avec le Brexit, je ne sais pas trop où ça en est, si les possibilités sont toujours, si les écoles se travaillent toujours ensemble. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec tout ce qui est dans l'Union européenne, il n'y a aucun problème. Il y a aussi des étudiants qui viennent d'Espagne assez fréquemment et d'Italie. Donc là, ça marche très bien. Pour rappel, pardon, diplôme vétérinaire, après, français, il est reconnu dans toute l'Europe.
Donc, vous pouvez aller travailler n'importe où dans l'Europe, dans l'espace Schengen, on va dire, mais donc toutes les écoles, tous les diplômes se valent dans l'Europe, ne se valent plus avec l'Angleterre et jusqu'à récemment, là, ne sont plus reconnus pour aller travailler aux États-Unis et au Canada. Donc, ça veut dire si vous voulez travailler après aux États-Unis, en Australie, au Canada, il va falloir passer une équivalence là-bas. Donc ensuite, là, c'est juste une réponse pour les nombreuses personnes qui ont posé la question. Tout ce qui est pour l'entrée dans l'école, ce sera discuté, enfin, ça a été discuté du coup dans la conférence post-bac. Donc, on n'aura pas forcément la réponse à vos questions sur les formations à faire pour rentrer dans l'école. Et du coup, il y a quelqu'un qui demande si vous savez s'il y a une formation sur l'acupuncture spécialement en école nationale vétérinaire. En acupuncture, je crois, je ne sais pas. En fait, donc le programme des formations il est disponible en ligne. Vous tapez sur Google les formations, formation continue, école vétérinaire. Donc il y a un catalogue en fait qui est commun aux 4 écoles vétérinaires. Alors je ne sais pas, je pense pas qu'en équipe il n'y en a pas, parce que je serai au courant. Par contre, il y a sûrement des formations pour les petits animaux. Donc peut-être que dedans il y a une partie pour les chevaux. Voilà, faut vérifier. Et ensuite, donc, on va arriver sur les dernières questions. Dans votre pratique régulière, quand vous avez un cheval qui réagit de façon assez vive, comment vous gérez, vous, en tant que praticien, son approche, justement, dans l'optique de lui prodiguer des soins? Ouais. D'abord, on essaie d'évaluer à distance. Ensuite, on se présente. Donc, on va aller doucement. On dit toujours qu'il faut jamais faire 2 choses en même temps, hein, sur un cheval. Donc, on va y aller doucement. On va s'approcher de l'endroit qui est le plus sécuritaire. Donc, c'est-à-dire proche de l'encolure. Et avant d'abord de faire des choses désagréables, on va essayer de faire connaissance rapidement, donc de le caresser, de lui parler, et de voir un petit peu comment il réagit, s'il fait attention à vous ou s'il est en panique ou en douleur, et puis il va juste vous marcher dessus. Après, si on voit qu'on a un cheval en fait qui est vraiment pas gérable de manière normale, on va assez rapidement faire une tranquillisation. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un examen clinique rapide, voire avant sédation, parce que ça peut interférer, et puis le tranquilliser. Une fois qu'on a réussi à faire une injection intraveineuse, généralement avec une sédation, on arrive toujours à se débrouiller. Et après, on a d'autres moyens de contention. Donc là, pareil, il n'y avait pas de photo, mais souvent, vous avez peut-être vu les tornés. Hein, donc c'est une espèce de petite corde qu'on met sur le bout du nez, voilà, qui permet au cheval qui détourne un petit peu l'attention du cheval, parce que le bout du nez est assez sensible. Et généralement, le torné plus la sédation, on arrive à faire beaucoup de choses. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et ce qu'il faut aussi, c'est avoir quelqu'un qui sait tenir un cheval. C'est hyper important et qui sait, quand vous allez intervenir sur un cheval, celui qui tient à la tête, il est un peu garant de votre sécurité, d'accord? Donc, il va vraiment faire attention et vous prévenir dès que le cheval, il sent que le cheval ne va pas tolérer du tout la procédure ou il montre des signes d'impatience. Puisque là, quand vous faites quelque chose sur un manche, par exemple, vous ne voyez pas du tout le faciès, les oreilles du cheval, etc. Donc, vous êtes un petit peu en danger. Donc, c'est toujours voilà, un travail d'équipe et avoir quelqu'un de confiance quand même à la tête, quoi. Ensuite, du coup, on a aussi des questions sur votre expérience personnelle avec le fait que, du coup, quand on soigne un cheval, le cheval, c'est le patient, mais du coup, le client, c'est le propriétaire. Donc, c'est une relation qui est entre nous, le cheval et le propriétaire. Est-ce que, du coup, vous arrivez à gérer ça? Ouais, ça c'est une bonne question parce que moi, quand j'ai fait mes études, on n'avait pas du tout de formation en communication, en management. Donc, et ça s'apprend, enfin, c'est une compétence qui s'apprend, qui se développe. Donc, moi, j'ai appris sur le tas. Mais effectivement, on peut avoir des gens qui sont pas satisfaits de votre travail, même si vous avez sauvé le cheval. Les gens ne se rendent pas compte que vous avez vraiment sauvé la vie de l'animal, mais parce qu'il y a eu des problèmes de communication, par exemple, pour des choses diverses et variées. Donc, effectivement, la communication, c'est primordial. Donc, maintenant, il y a dans votre formation tout cet aspect-là, communication avec les propriétaires, pour que les gens soient contents et puis qu'en même temps, vous ayez fait du bon boulot. Donc voilà, donc tout ça s'apprend. Et puis c'est sûr qu'au début, quand on est jeune, etc., on manque beaucoup d'assurance.
Donc les propriétaires les clients le voient rapidement. Une fois qu'on a l'assurance et l'expérience, on a un petit peu on a plus d'assurance pour s'imposer et puis dire les choses poliment quand on a besoin. Mais voilà, effectivement, c'est un gros pendant et voilà, effectivement, on soigne aussi les gens. Et pour que tout se passe bien, on doit avoir les gens les gens doivent nous faire confiance. Donc il y a quand même un gros temps de communication et donc, par exemple, nous à l'école, une fois qu'on a mis un cheval et en urgence, etc., on va se poser avec les gens dans une pièce à part pour pas que sinon avec le cheval, ils vont regarder le cheval, ils vont pas vous écouter. Et on leur explique tout, on prend du temps pour répondre à leurs questions. Et puis il faut être surtout très joignable, entre guillemets, c'est-à-dire mettre des bornes. Ça d'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas trop dit quand vous êtes sur le terrain avec beaucoup de clients, c'est la limite entre votre vie privée et votre vie professionnelle avec maintenant des SMS, des WhatsApp, des machins à toute heure du jour et de la nuit et des week-ends et qui peuvent vous prendre beaucoup de temps et vous fatiguer aussi puisque voilà, vous avez des gens aussi voilà, qui vont pas du tout respecter le fait que c'est un dimanche matin, vous êtes avec votre famille et vous envoyez des trucs pas importants. Donc là, c'est pareil avec les clients. Il faut tout de suite mettre les bornes, leur expliquer comment ça se passe. Voilà, faut pas hésiter à perdre du temps au début et généralement vous en gagnez après et les gens seront d'autant plus contents. Et vous avez aussi beaucoup de communications qui sont difficiles quand les chevaux vont pas bien. Donc souvent, pareil au début, quand on sort de l'école, on va se sentir un peu responsable si le cheval va pas bien parce qu'on a l'impression que nous on fait pas bien notre travail, ce qui n'est pas forcément le cas. Hein. C'est la vie, c'est du vivant et malheureusement ça répond pas toujours bien au traitement que vous faites. Voilà, donc avec le temps, c'est pareil, ça va venir, l'expérience vient et le moyen d'expliquer et de prévenir les gens que voilà ce qui peut se passer, etc. Et, pour qu'ils ne soient pas surpris quand l'animal ne va pas bien. Tout ça, ça s'apprend sur le tas, c'est clair. Mais maintenant, vous avez des formations spécifiques là-dessus pendant votre cursus et c'est pas du luxe. Honnêtement, c'est très très important. Vous pouvez être un bon vétérinaire, mais si vous parlez pas bien aux gens, ils vont pas le voir, clairement. Bien, merci beaucoup pour cette présentation et merci à vous tous d'être venus écouter cette présentation en distanciel. Donc, cette conférence sera disponible en replay